La loi portant création du district autonome du Grand Lomé fut adoptée en novembre 2019 par le Parlement togolais. Composé d'un gouverneur, de 3 vice-gouverneurs et de 2 secrétaires généraux, le bureau du district autonome du Grand Lomé n'a connu son gouverneur que 5 années plus tard. Et c'est en août dernier qu'un décret présidentiel a confié la charge du district autonome du Grand Lomé à Mme Zoureyatou Kassa Traoré, qui fut tour à tour ministre des Transports, députée à l'Assemblée nationale de la 4e République, puis ministre des Travaux publics. Elle fut aussi longtemps directrice nationale du contrôle des marchés publics. Avant sa nomination, c'est le secrétaire général qui assurait les charges du gouverneur. Le district autonome du Grand Lomé est une entité territoriale particulière dotée de la personne morale et de l'autonomie financière. Il est l'autorité locale représentant la ville de Lomé. Ses compétences vont de l'assainissement du Grand Lomé avec l'appui de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique ANASAP à la protection de l'environnement en passant par la lutte contre les effets néfastes de l'urbanisation, la construction, la réhabilitation, l'équipement, la gestion et l'entretien de certains bâtiments publics. L'État peut aussi confier au district autonome du Grand Lomé la gestion des infrastructures d'importance nationale. Dans le cadre de renforcer ses liens avec les opérateurs économiques des pays du Sahel et d'améliorer son attractivité, le port autonome de Lomé poursuit sa mission au Mali. L'objectif de cette rencontre est non seulement de renforcer ses liens avec les opérateurs économiques des pays du Sahel, mais aussi de sensibiliser ces opérateurs aux nouvelles mesures instaurées au port de Lomé visant à faciliter et dynamiser les échanges commerciaux avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Tout au long de leur mission, l'occasion est donnée à la délégation togolaise d'exposer les réformes mises en œuvre sur la plateforme portuaire pour améliorer son attractivité et son efficacité en tant que port de transit pour les pays de l'Hinterland. Parmi ces réformes, on peut citer la plateforme digitale pour la démarche au port de Lomé qui a été officiellement lancée en octobre dernier afin d'accélérer les opérations d'enlèvement des marchandises, ensuite tracer les activités de chacun des acteurs en mettant en évidence les délais de traitement et enfin situer les responsabilités, comprendre les réclamations et trouver des solutions consensuelles. Cette plateforme a des fonctionnalités comme les déclarations et paiements en ligne, le suivi des expéditions, l'accès aux informations, à savoir les procédures portuaires, les tarifs et les réglementations. Espace collaboratif, à l'instar de la plateforme, le port autonome de Lomé dispose depuis avril 2024 d'un centre d'appel permettant à la clientèle du port autonome de Lomé de saisir l'administration portuaire pour faire part d'éventuelles difficultés rencontrées dans les différentes démarches sur l'espace logistique. En multipliant les initiatives de coopération avec les pays de l'AES, le Togo espère renforcer la position du port de Lomé comme point d'accès stratégique pour le Sahel vers le marché international. La liste des joueurs togolais pour les matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 est connue. Le sélectionneur de l'équipe nationale togolaise, Nimbo Bidari, a dévoilé les noms de 25 joueurs convoqués, parmi lesquels un nouveau visage, le gardien Yaya Achirafou. Par ailleurs, le défenseur Kennedy Boateng signe son retour dans l'équipe. D'autres joueurs, comme Alexis Romao et Fodolaba, figurent également dans la sélection, témoignant de l'enjeu crucial de ces matchs. Le Togo se trouve dans une situation décisive. Pour espérer décrocher son billet pour la CAN 2025, l'équipe doit impérativement remporter ses 2 derniers matchs, d'abord contre le Libéria le 13 novembre à Monrovia, puis contre la Guinée équatoriale le 17 novembre à Lomé. Outre ces victoires indispensables, le Togo devra compter sur une défaite de la Guinée équatoriale face à l'Algérie, déjà qualifiée. Les précédents duels entre le Togo et ses prochains adversaires s'étaient soldés par des matchs nuls, 2-2 contre la Guinée équatoriale et 1-1 face au Libéria. Les éperviers, qui peinent à enchaîner les victoires et à trouver le chemin des filets, jouent gros dans ces derniers affrontements pour retrouver la CAN, une compétition qu'ils n'ont plus disputée depuis 2017. Plus qu'une simple qualification, cette CAN représenterait un nouvel élan pour le football togolais, en espoir que les éperviers, malgré les échecs passés, peuvent encore voler haut, redonner des couleurs au football togolais et raviver l'espoir des supporters.
Pendant ce temps, des nations comme le Cameroun, la RDC, le Sénégal, le Maroc ont déjà obtenu leur billet pour la CAN 2025. Opération séduction pour tous ces professionnels du cinéma et de la télévision. Avec cette visite du Banco, cette forêt primaire nichée en plein cœur d'Abidjan et qui leur donne déjà des idées. C'est incroyable, ce serait facile de filmer une série, un film d'action qui se passe autour d'animaux sauvages qui courent après des gens. Car la Côte d'Ivoire veut attirer les productions et si possible internationales et à gros budget pour, au-delà du rayonnement culturel, booster l'économie du pays. En termes de contribution à la richesse du pays, le secteur de l'audiovisuel peut apporter beaucoup. En termes de création d'emplois, quand vous voyez tout le monde qui grouille autour d'une production, vous pouvez comprendre que dans un pays où 76% de la population a moins de 35 ans, les questions d'employabilité sont un défi et un enjeu majeur. Alors comment convaincre? Comme par exemple Alex Berger, lui est le producteur de la célèbre série Le Bureau des légendes. Il fait partie des invités de marque que le gouvernement rêve de voir venir tourner en Côte d'Ivoire et il a fait le déplacement à Abidjan pour tâter le terrain. Si je suis là aujourd'hui, c'est évidemment parce que ce pays m'intéresse, parce que j'ai des histoires et des séries qui pourraient se tourner ici. D'abord, il faut une très grande stabilité, il faut une volonté politique, il y a des nécessités économiques, mais surtout financiero-juridiques qui sont importantes. Et ça tombe bien, une suite du Bureau des légendes est en développement et pourrait bien être tournée sur le continent. Je ne sais pas si ce sera ivoirien, on a un projet en développement qui s'appelle le Bureau Afrique, on verra. Exonération fiscale ou encore facilitation à la douane, les autorités veulent encourager les tournages, mais il faut encore davantage structurer le secteur. Le tarif syndical ou le contrat type, voilà, ce sont des éléments qui manquent encore en Côte d'Ivoire. C'est d'abord ces principes basiques qu'il faut déjà établir avant d'appeler des personnes à venir investir dans notre milieu. Voilà. Et aussi le manque de formation. Voilà. Il faut aussi initier des formations. Des techniciens et des acteurs qualifiés pour que la Côte d'Ivoire puisse rivaliser avec les autres pays phares du cinéma africain comme le Maroc ou le Nigeria. Racines alignées et à l'intérieur la nourriture en train de cuire. L'organisation est l'une des clés de la réussite du projet pour faire face aux besoins immenses des déplacés soudanais. Financé par une fondation, le projet vise à apporter des repas aux nécessiteux arrivés récemment dans cet état au sud de la capitale Khartoum. La cuisine que vous voyez ici, elle n'est pas fixe, c'est une cuisine mobile. Elle bouge jusqu'aux endroits où se trouvent les déplacés. Nos volontaires vont les atteindre là où ils habitent désormais. Quand les plats sont cuits, ces volontaires, des habitants de New Alpha, font démarrer leurs petits camions, direction les camps qui pullulent dans la ville. Sur place, ils apportent les assiettes et commencent leur distribution. Pour les déplacés, cette nourriture gratuite leur permet tout simplement de survivre. Les gens ont perdu leur maison, leur travail. Ils n'ont plus rien. Et nous sommes tous ici complètement dépendants des organisations qui viennent jusqu'à nous. Du matin au soir jusqu'à la nuit, les véhicules sillonnent les environs pour se rendre au plus près des camps de fortune, jusqu'au stade de la ville, où squattent comme ils peuvent des centaines de déplacés. La démarche est forcément très appréciée, surtout que la famine guette partout dans le pays. Et dans cette guerre au Soudan, c'est un grain de sable face au chaos en cours. Ces jeunes gens de New Alpha prennent soin de nous, mais notre nombre augmente au camp. Les gens veulent des tentes et des couvertures pour l'hiver. Il faut amener de l'eau, de la nourriture et beaucoup d'autres choses. Ces jeunes sont disponibles, mais ils sont peu nombreux et les déplacés, eux, arrivent de plus en plus. Au Soudan, l'ONU a dénombré plus de 11 millions de déplacés. De nouvelles tueries ont entraîné un nouvel exode de plus de 130 000 personnes ces derniers jours, notamment dans cet état du Kassala. Dix jours après sa victoire face au parti au pouvoir depuis 60 ans, Douma Boko entre dans l'histoire.
À ses côtés, son épouse et nouvelle première dame, Kaone Boko. Moi, Douma Gideon Boko, jure de m'acquitter fidèlement et avec diligence de mes devoirs et de remplir mes fonctions en tant que président de la République du Botswana. Vêtu d'une chemise bleue et d'une cravate noire aux couleurs du pays, le président âgé de 54 ans a prêté serment lors d'une cérémonie grandiose organisée dans le stade de la capitale. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance que je me tiens devant vous aujourd'hui, incarnation vivante de votre profonde et véritable détermination. Plusieurs milliers de personnes ont célébré la victoire de cet avocat, spécialiste des droits de l'homme, parvenu au pouvoir après plusieurs décennies dans l'opposition. Une nouvelle ère politique qui s'ouvre sous les yeux de l'ancien président Mokwetsi Masisi, qui avait accepté immédiatement sa défaite, et des présidents de Madagascar, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe. Mais pour Douma Boko, le plus dur commence. Le Botswana est rongé par le chômage, tandis que l'économie repose principalement sur le diamant, de plus en plus concurrencé par des pierres de synthèse. Dans ce champ du nord-ouest de la Tunisie, la vie s'écoule comme si la sécheresse n'existait pas. Des cultures verdoyantes, malgré un soleil de plomb, et le manque d'eau dans le pays depuis 6 ans. Ces paysans ont réussi à retrouver le sourire. Notre réalité a radicalement changé grâce au barrage. Aujourd'hui, nous vendons nos produits. Nous vendons du poivron, des tomates, du concombre, de la courge et bien d'autres légumes. Oui, notre situation a changé et je ne cherche plus d'autre travail, car c'est désormais mon métier. Le barrage a tout changé. Une retenue d'eau en amont des cultures qui profite aujourd'hui à une quarantaine de familles. Saïda ne manque plus d'eau. Avant cette construction, le changement climatique et la sécheresse étaient pourtant un poison dans son esprit. On ne pouvait plus espérer fonder une famille en étant agriculteur ou payer les factures d'eau et d'électricité avec ce métier. Beaucoup d'agriculteurs ont émigré ou se sont mis à travailler dans la contrebande à la frontière algérienne. Aujourd'hui, avec la réalisation de ce barrage, l'espoir est revenu aux agriculteurs. Ils sont retournés dans leurs vergers et l'espoir renaît. Le barrage a été permis par un financement européen et le concours de l'Organisation internationale du travail, sans un sou de l'État tunisien. Il a permis d'éviter aux agriculteurs d'abandonner ou de s'épuiser à construire des canaux d'irrigation. Une révolution pour Saïda, qui a participé directement à la conception et à la construction du barrage. Elle peut aujourd'hui envisager un avenir dans l'agriculture pour ses enfants. L'argent sera au centre de la COP29 qui s'ouvre lundi à Bakou en Azerbaïdjan. Le nerf de la guerre étant la clé de voûte de la lutte contre le changement climatique. Malheureusement, les nations ont du mal à respecter les engagements pris en 2009. À Bakou, les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques devraient fixer un nouvel objectif collectif. La COP de cette année est celle du financement du climat. En 2009, les pays développés se sont engagés à donner 100 milliards de dollars par an aux pays vulnérables pour qu'ils prennent des mesures en faveur du climat. Mais avec l'augmentation des gaz à effet de serre et l'aggravation des impacts climatiques, il est clair qu'un financement plus important est nécessaire. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale subissent actuellement des inondations dévastatrices. Plus de 7 millions de personnes ont été touchées dans 16 pays. Nigeria, Mali et autres, plusieurs pays du continent croulent en effet sous le poids des crues, conséquence du changement climatique, trop souvent sans moyens de résilience. L'assistance attendue des organisations du système des Nations Unies est limitée par l'étroitesse de la bourse. Le Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires des Nations Unies a alloué plus de 38 millions de dollars pour prendre des mesures, mais ce financement n'est pas suffisant. En effet, certains estiment que nous pourrions avoir besoin de plus de 4 000 milliards de dollars par an de financement pour le climat afin de répondre suffisamment aux besoins d'atténuation. Des besoins en matière de financement qui pourraient faire les frais des changements politiques aux États-Unis, alors que Donald Trump et la lutte contre le changement climatique ne font pas bon ménage.